RFI aujourd'hui, comment mieux soigner les femmes, davantage les inclure dans les essais cliniques, mieux sensibiliser, informer et former aussi. Nous sommes toujours en compagnie des journalistes qui ont signé le livre Mauvais traitement publié au Seuil, Delphine Bauer et Ariane Puccini. Avec nous en studio, Dr Astrid Chevance, psychiatre et chercheur. Alors on va parler maintenant risque spécifique, pharmacovigilance, comme promis, témoignage d'une lanceuse d'alerte dans Priorité Santé. RFI. Et c'est vous, Marine Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsant. Je disais lanceuse d'alerte sur la dépakine. D'abord, si vous le voulez bien, on va expliquer aux auditeurs et aux auditrices dans quelles conditions vous avez pris ce médicament et peut-être tout simplement, ce médicament, il est prescrit pour quoi ? Pour l'épilepsie, donc moi je suis une femme épileptique, ça a été découvert à l'âge de 6 ans, donc depuis 1978 on me traitait pour ce médicament et tout naturellement j'ai grandi, j'ai voulu fonder une famille et à chaque fois j'ai posé la question est-ce que c'est dangereux pour la grossesse ? Et que ce soit le neurologue qui décide du traitement, le médecin généraliste qui fait souvent l'ordonnance et le gynécologue, tous m'ont dit vous pouvez prendre ce médicament, il n'y a pas de souci. Il y a juste une petite malformation, mais prenez de la vitamine et tout ira bien. Et en 1999 est née ma première petite fille Salomé, et en 2002 est né mon fils Nathan. Et c'est vrai que quand mon fils est né, il est né avec une malformation du sexe en fait. Et j'ai été étonnée quoi. Voilà, ça a été la première interrogation en fait. À ce moment-là, vous posez des questions. D'abord, vous posez des questions à qui et qu'est-ce que vous répondent les médecins ? On me dit, oui, bien sûr, je dis, mais est-ce que c'est génétique, etc. On me dit, ça existe dans les familles. Je dis, c'est bizarre, j'en ai jamais entendu parler dans ma famille. Mais par contre, j'ai accouché à Montpellier. À l'époque, dans la presse, j'avais lu un article sur les fils d'agriculteurs exposés aux pesticides qui souffraient de ce même type de malformation. Et je me suis dit, c'est bizarre, je suis pas fille d'agriculteur. Voilà, mais j'ai gardé l'article bien précieusement. Et comment se fait le lien, justement, excusez-moi, Marine Martin, entre l'état de santé de vos enfants, de votre fils, donc, ces troubles et le médicament que vous aviez pris, donc la dépakine, pour traiter votre épilepsie? Il se fait pas parce que personne ne me renseigne, en fait. Et c'était après, quand les troubles autistiques de mon fils, à l'âge de parler, à l'âge de marcher, les troubles psychomoteurs apparaissent, que je me dis, vraiment, il a vraiment pas de chance, cet enfant. Il a à la fois des malformations, des troubles neuro. C'est vraiment trop de malchance pour être honnête. Et en fait, à ce moment-là, on était en 2009, il y avait la série à la télévision Dr House qui passait, qui parlait des diagnostics différentiels et tout ça. Et je me suis dit, tiens, ça me fait penser effectivement malformation d'un côté, troubles neurologiques. Et j'ai repensé à cet article trouvé dans le Midi Libre à l'époque. Et tout simplement dans Google, en 2009, je vais taper « médicaments dangereux pour la grossesse ». Et là, je vais découvrir qu'il existe un hôpital parisien qui référence tous les médicaments les plus dangereux pendant la grossesse. Le premier qui apparaît, c'est un antiacnéique qui s'appelle le Roaccutane. Et le second, c'est la dépakine, celui que je prends quotidiennement. Je me jette sur ma boîte de dépakine, je lis la notice. Il y a marqué exactement la même chose que ce qui y avait marqué en 99 et 2002. Consultez votre médecin. Et là, je m'aperçois sur Internet que sur ce site de l'hôpital Trousseau à Paris, tout ce qui est décrit colle complètement avec le tableau de mon fils, donc malformation génitale, troubles du langage, troubles psychomoteurs, troubles autistiques, etc. Et je me suis dit, enfin, j'ai trouvé. Et pendant des années, j'avais interrogé les médecins. Il y avait déjà eu une prise en charge de fait pour ces troubles autistiques, mais sans qu'on me dise quelle était l'origine finalement. Et moi, j'avais besoin de connaître l'origine parce que je voulais un 3e enfant. Et en sachant que forcément c'était la dépakine, qu'on m'avait menti, qu'on m'avait trompé, puisque tout le monde savait et que c'était pas dans la notice, il y a eu un choc. En fait, je me suis effondrée toute seule. Marine Martin, vous dites on m'avait menti parce que pour vous, les médecins, quand ils vous ont dit non, allez-y, continuez, faites avancer ce projet de grossesse, continuez de prendre votre médicament, ces personnes savaient ? Oui, une certaine partie savait. Oui, puisque moi, en 2009, je tape dans Google ça, je tombe sur de la littérature scientifique. Donc si moi, une simple patiente, je la trouve, n'importe qui peut la trouver. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que il y a le laboratoire qui savait, qui n'a pas mis en conformité finalement les notices avec ce qui l'état des connaissances scientifiques. Il y a l'agence de sécurité du médicament, l'agence de santé, qui n'a pas joué son rôle de gendarme et qui n'a pas dit
finalement au laboratoire, vous devez changer votre notice. Et puis on en parlait quand même dans les colloques entre les gynécologues, les neurologues, etc. Mais on minimisait les faits. Et en fait, il y avait toute une communication autour de ce médicament qui était fait pour minimiser les risques, de manière à ce qu'on continue à le prescrire massivement. Parce que je rappelle que c'était quand même le médicament le plus prescrit pour soigner l'épilepsie. Vous restez avec nous, Marine Martin. J'ai d'autres questions à vous poser. Je me tourne vers Delphine Bauer. Il y a la dépakine, mais il y a d'autres médicaments qui sont pris en particulier par les femmes, notamment dans le domaine de la contraception, un médicament hormonal dont on a entendu parler récemment, l'Androcur. Comment expliquer, on va dire que d'une certaine manière, un certain nombre d'affaires de scandales sanitaires concernent des dispositifs destinés aux femmes? C'est comme si on découvrait les effets secondaires potentiels une fois que les médicaments sont mis sur le marché. En fait, c'est ça qui nous a aussi beaucoup surpris, c'est que pourquoi ces scandales ne concernent quasiment que des femmes. On a trouvé un seul scandale qui concerne des hommes pour l'alopécie, et sinon, parmi tous les scandales, c'est 90-95% de femmes, voire 100% de femmes quand il s'agit de contraceptifs ou de dispositifs spécifiquement féminins. Donc il y a un vrai problème. On peut pas, nous, on est parti du principe qu'il ne pouvait pas s'agir seulement de coïncidences malheureuses. Donc, comment réussir à détricoter la façon dont le médicament est mis au point, comment il est pensé, comment il est testé, comment il est marketé, prescrit, et ensuite, comment est-ce qu'il est indemnisé quand il y a des effets secondaires graves. En fait, c'est toute une chaîne du médicament qu'on a voulu regarder différemment avec ce petit bout de la lorgnette féminine et féministe. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cas et d'étapes dans lesquelles la donnée femme était pas ou mal prise en compte, soit surévaluée parce qu'on ne va percevoir la femme que comme une matrice reproductrice, en oubliant qu'elle peut elle aussi avoir des maladies mixtes, je veux dire des cancers du poumon qui ne sont pas propres aux femmes. Comme tout simplement aussi l'épilepsie, on peut être maman épileptique, c'est tout à fait compatible. Et Marine Martin en est l'exemple. Ariane Puccini, vous souhaitiez réagir? Oui, je voulais juste préciser que du coup cette surreprésentation des femmes parmi les victimes des effets secondaires, il existe des chiffres en fait pour évaluer en fait l'effet que peuvent avoir les médicaments sur les femmes. Le centre de pharmacovigilance mondiale à Uppsala en Suède, qui a fait une étude à partir de ces données, des chercheuses ont évalué que 60% des remontées d'effets secondaires des médicaments dans le monde étaient faits par des femmes, et en France c'est 56%. Et donc effectivement on s'interroge quelle cause derrière tout ça, comme l'a expliqué Delphine, et les chercheuses précisent bien que on n'explique pas seulement ça par le fait qu'elles soient exposées à la contraception alors que les hommes ne le sont pas, ou parce qu'elles vivent plus longtemps, mais effectivement cette surexposition concerne majoritairement des femmes de 14 à 44 ans, et donc c'est vraiment un sujet qui mériterait d'être étudié par la recherche en fait. Et par la communauté médicale. Information, mobilisation, on revient à vous avec donc cette affaire de la dépakine. Marine Martin, en 2016, votre action aboutit au dépôt d'une plainte en action de groupe. Aujourd'hui, vous êtes patiente experte sur le médicament et la grossesse. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer? Il y a eu votre cas, il y a eu justement porter l'affaire en justice, il y a maintenant informé les femmes au-delà de votre propre cas. Ce cheminement, vous le voyez comment aujourd'hui? Oui, quand j'ai fait le lien de causalité, je me suis dit, mais tous les jours, des enfants vont naître sous dépakine, il faut informer, il faut prévenir les femmes enceintes, il faut lancer l'alerte. Et donc, forcément, ça passait par plusieurs moyens, et notamment les médias, une action judiciaire pour demander réparation, parce que bien sûr, la question que je me pose, aujourd'hui, c'est moi qui gère mon enfant qui a des troubles autistiques importants, mais demain, qui s'occupera de lui? Donc, ça allait de pair, de toute façon, avec une action en justice et puis une reconnaissance, finalement, qu'on m'avait trompé, menti. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. Je voulais informer les autres femmes, c'est pour ça que j'ai créé une association, la PESAC, que j'ai commencé à informer, qu'avec mes homologues anglaises, on est allé faire modifier le contenu des notices en 2013-2014 à l'Agence européenne du médicament. Ça c'est très concret. Ça c'est très concret. J'ai vraiment copié sur ce médicament, le Roaccutane, l'antiacnéique, le protocole pour l'imposer au niveau européen. Et donc après, la France, finalement, a dû appliquer les recommandations européennes. Et je me suis pas arrêtée là. Parce que j'avais des mamans au téléphone qui me disaient qu'elles lisaient pas forcément les notices. Donc je me suis dit, il faut un signal d'alerte. Ça existe pour le tabac, pour l'alcool,
pourquoi pas un pictogramme. Donc j'ai fait changer la législation pour qu'on puisse apposer des pictogrammes de danger et d'interdit sur les emballages. Médicaments, voilà, toxiques. Donc en fait, j'ai simplement pris le décret où il y avait déjà la mention du petit triangle avec le point d'exclamation et j'ai fait rajouter un alinéa par décret. Donc c'est vrai que c'est tout un travail institutionnel que j'ai commencé à faire. Je suis aidée par des parlementaires, mais je ne voulais pas que ce soit finalement une fatalité et je voulais faire changer les choses, être au cœur du système. Donc quand il y a eu une proposition de patiente experte à l'Agence du médicament, même si je les poursuivais en justice pour leur inactivité et tout ça, je me suis dit, bon, il faut que je postule. Ils ne me prendront jamais parce que je suis tellement pénible. Et ben si, ils m'ont retenu quand même. C'est comme ça qu'on passe de victime à lanceuse d'alerte. On vous remercie beaucoup, Marine Martin, pour ce témoignage. Je rappelle le titre de ce livre, Dépakine, le scandale, publié chez Robert Laffont. Et le docteur Astrid Chevance voulait réagir à ce que vous venez de dire. Oui, je voulais réagir sur la façon dont on prend en compte les effets secondaires dans les essais cliniques. En fait, je pense que c'est très tôt, effectivement, comme vous le disiez, comme mes collègues, le journaliste la disaient, ça intervient très tôt, en fait, dans le développement du médicament. En fait, les essais cliniques ont été designés pour montrer une efficacité et pas pour investiguer la tolérance. Actuellement, ce qui est obligatoire dans un essai clinique, c'est de rapporter les effets graves. Et la gravité, c'est mise en jeu, c'est le décès, la mise en jeu du pronostic vital ou la mise en jeu du pronostic fonctionnel. Et on n'a pas de standardisation de la récupération des données de tolérance dans tous les essais cliniques. Donc, si on arrive à faire des méta-analyses d'efficacité des traitements, on n'est pas encore capable de faire des méta-analyses des effets secondaires, donc de voir apparaître des signaux très tôt sur des effets secondaires qui seraient pas forcément gravissimes comme ceux que décrit justement Marine Martin, mais même des effets secondaires qui impactent la qualité de vie, de l'ordre de ceux dont on parle pour la contraception, et qui, mis bout à bout, peuvent modifier quand même la balance risque-bénéfice d'un médicament. Alors,